m'appelle Alain Sandoval. Je suis originaire du Guatemala, d'une double formation, triple même. Comme ça, je vous dis d'où je vous parle, de quelle expérience, de quel champ professionnel. Une première formation en tant que scientifique, donc un bac plus 5 en mécanique quantique. Ensuite, une bourse et des études de théâtre ici au Théâtre National de Strasbourg. Ce qui veut dire plein de spectacles, ce qui veut dire écriture des spectacles aussi, mise en scène et jeux. Et puis récemment, j'ai fini là mon Master 2 en ingénierie de la créativité et de l'innovation, ce qui fait que nous avons des amis en commun, n'est-ce pas? Patrick Géréna, entre autres. Toute cette expérience-là, aujourd'hui, je l'utilise pour mon champ de recherche personnel, qui est celui de trouver quels seraient les invariants, quelle façon, quelle manière pourrait-il y avoir pour formaliser la créativité artistique et pouvoir utiliser ces modèles-là pour tout ce qui est innovation industrielle. J'ai travaillé là avec Patrick Géréna pour l'école d'automne du management de la créativité. Et nous avons déjà réussi à convaincre les TNS. Nous allons poursuivre avec la nouvelle promo du master en créativité. La prochaine création des Norvèges pour l'étudier en utilisant les outils de l'ingénieur. Et pas plus tard qu'hier, nous avons aussi convaincu Thierry Mulot, des pâtissiers que vous connaissez. Et là, pareil, on va suivre ces processus de création à lui. Comment et où il trouve son inspiration. Lui, en particulier, il a une chose très spéciale, c'est qu'il peint aussi. Donc, il fait une espèce de synesthésie entre les goûts et les couleurs de la peinture. Voilà. Et je me suis, depuis un moment, donc, en cherchant ce type de modèle, comment traduire une forme de créativité à un domaine de l'innovation ailleurs, et ben, les industries culturelles, il y a industrie et puis il y a culturel, pas forcément artistique. Mais ici, c'est heureux, il y a de l'artistique là-dedans. Pixar, donc, on va parler de son histoire. Je vais faire d'abord un cheminement un peu historique, narratif, de comment, qui, quoi et jusqu'où Pixar va naître. Et à partir de ce moment-là, je vais mettre un peu la gomme pour vous décrire les modèles, les idées qui sont la base de cette méthode de créativité-là. Et à partir de ce moment-là, je vais aussi, vous verrez, mélanger pas mal de mes propres expériences. Passé, actuel et à venir. Donc, ça va jusqu'à là? Si jamais il y a des problèmes avec mon français, j'ai ramené ma traductrice personnelle. Alors, le 22 novembre 1995, peut-être pas tout le monde était déjà né, mais sort Toy Story, qui va être le premier film, le premier long métrage construit, animation donc, avec des machines. Jusqu'à là, c'était fait à la main, même si avant, il y avait eu déjà des petits courts métrages ou des incursions dans la publicité de cette technologie-là. Ce qui est super, c'est que quand ce film sort, les critiques ne vont pas parler des techniques, mais ils vont parler d'histoire, des personnages, des dramaturgies, etc. C'est-à-dire que la technique va juste être un support pour les sens. Et la notion de sens va revenir tout le temps dans ce que nous allons nous dire aujourd'hui. À l'intérieur de ce film, évidemment, il y a un personnage qui est devenu iconique, Buzz l'éclair, Buzz Lightyear en anglais. Et c'est un personnage, vous avez une idée d'où il vient ce personnage? L'inspiration? Eh bien, c'est ce monsieur-là, Buzz Aldrin, donc Buzz, voilà, qui était le pilote du module lunaire
qui a atterri sur la Lune. Lui et Neil Armstrong descendent donc du module. C'est les deux premiers humains à avoir marché sur la Lune. Et il y avait un jeune homme à ce moment-là qui rêvait aussi de ça, qui rêvait des sciences, etc. Et ce monsieur-là s'appelle Ed Catmull. Ce jeune homme, son rêve à lui, était de se faire embaucher à Walt Disney pour être dessinateur et faire donc des films de dessins animés. Très vite, il se rend compte qu'il n'a pas les talents nécessaires pour devenir dessinateur. Et il va se consoler en faisant de la physique. Donc je le comprends. Et de l'informatique. Et il est heureux en train de faire ces choses-là. Et puis à un moment donné, il découvre les débuts de ce qui va être l'animation, donc tout ce qui est dessin assisté par ordinateur, construit par ordinateur, etc. Et il s'est dit, tiens, voilà, peut-être que par là, je vais quand même pouvoir assouvir mon rêve de travailler un jour chez Walt Disney, etc. C'est touchant de voir les effets spéciaux aujourd'hui. Effets spéciaux, hein, regardez, ça tourne, waouh, incroyable, 3 dimensions, les lettres. Et je peux avancer ou pas? Pas trop. Bon. Et donc, ça c'est iconique aussi. La main, c'est pour la première fois de l'histoire du dessin digital, lui, il va pouvoir numériser une main. En fait, il a fait, vous verrez si on a fait jusqu'à là, il a fait un moule de sa main et il va mettre des polygones dans la main, mais c'est une main faite en plâtre, quoi, d'après un moule de sa propre main. Et ça, donc ça va être introduit à l'ordinateur et ça va donner lieu, voilà, à la première simulation. Donc on va voir les polygones et là il va inventer des technologies qui sont toujours utilisées, évidemment, comme les shading. Donc il va y avoir les effets de lumière et tout ça sur la peau qui va être construite par-dessus. Et c'est, voilà, je trouve touchant de voir ça, comment c'était fait artisanalement fait, alors qu'aujourd'hui, quand on voit à la télé, il y a tous les petits points lumineux, etc., qui prennent la place de ça. Bon, c'est comme ça que ça a commencé. Lui, il est très enthousiaste par rapport à ça, il s'est dit, punaise, génial, mais dans les années 70, tout le monde s'en fout de ça. Personne ne voit quel est l'intérêt à faire des films sur ordinateur. Qu'est-ce que ça va ajouter à un film? En quoi ça va l'améliorer? Personne ne voit très bien. Lui, il est un peu perdu, et puis un jour, il reçoit un coup de fil d'un monsieur qui s'appelait Alexander Schur, qui était les grands big boss d'une université à New York et qui était un peu visionnaire et qui était convaincu qu'un jour les ordinateurs allaient remplacer, dans plein de métiers, l'homme. Et un des endroits où il se disait ça va aller très vite, c'était dans l'endroit qui est celui des dessins animés, justement. Il entend parler de ce que cet étudiant a fait. L'anecdote veut qu'un jour, Catmull reçoit un coup de fil et on lui dit, une secrétaire lui dit, bon, votre billet d'avion est prêt là, et puis l'autre il dit, mais quel billet d'avion, de quoi vous parlez? Bref. Et donc il se retrouve avec une proposition de ce monsieur pour diriger un département pour commencer à créer, maintenant professionnellement, tout ce qui va être ces softwares, qui à l'époque n'existaient pas vraiment. Les machines, elles étaient très, très pauvres quant à la puissance, mais on lui donne les moyens. Beaucoup de ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça sera l'innovation du point de vue management, plus que technologie, évidemment. Et donc lui, il va arriver là, mais il ne sait pas évidemment manager. Il vient de sortir de la fac. Et on lui donne tout de suite les moyens d'avoir une équipe. Donc le mec, il s'est dit, on va faire comme à la fac, quoi. C'est-à-dire, tout le monde y va, et moi, je vais avec. Pas de hiérarchie, pas des objectifs comme ça qui sont affichés. Et bon, ils vont essayer de produire un premier film. Cette méthode fonctionne là, pourquoi? Pourquoi dans les milieux académiques, quand on fait des recherches, pourquoi ça fonctionne sans qu'il y ait un manager? Une idée? Pourquoi
dans le milieu académique, on n'a pas besoin, les élèves, les doctorants, n'ont pas besoin d'être managés. Pourquoi les équipes? C'est plus individuel que collectif. Et parce que, évidemment, chacun sait et est déjà motivé à la base et connaît ses objectifs, etc. Donc, cette équipe-là, c'est beaucoup de jeunes. Tout le monde veut faire ça, donc pas besoin de leur dire il faut que tu fasses ci, etc. Ça marche tout seul, de façon pas ordonnée, mais ça marche. Et il prend conscience que ça ne peut pas aller très loin, mais que quand même ça marche. Donc voilà. Quand on sort de l'école, hein, que ce soit du théâtre ou etc., on ne sait pas. On sait pas. Il y a un grand metteur en scène qui s'appelle, qui est encore vivant, Peter Brook. Peter Brook était Dieu pour les gens du théâtre, hein, pour les metteurs en scène du théâtre. Et ce monsieur, on lui demande mais comment est-ce que vous êtes devenu metteur en scène? Et puis il a dit un jour, je me suis levé et je me suis dit je suis aussi metteur en scène. Et il y a eu des gens assez naïfs pour le croire. Donc voilà. Après, il a développé sa méthode et tout ça. Donc, la technologie à ce moment-là, elle commence à exister. Là encore des effets spéciaux, waouh. Et les gens à ces départements se disent, avant que Cadmuel n'y arrive, on va faire un film. Donc il faut un premier court-métrage qui est moitié-moitié à la main et moitié avec déjà du travail d'informatique. Et donc Alexander Schur, mais le film est nul au niveau du contenu. Donc encore une fois, on a la technique, mais on n'a pas du sens. Du sens. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, que c'est une bonne histoire, sans le cœur du produit, ça nous amène à rien. Et là, on va pouvoir toucher le concept de storytelling, on pourra peut-être changer tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'on vend quand on vend un iPhone ou un café. Quelle est l'histoire derrière? Qu'est-ce que ça va raconter? Bon, pour le moment, quand on est dans les milieux académiques, on partage les savoirs. On ne se les met pas là-dedans. Moi, quand j'étais en mécanique quantique, il y a les revues spécialisées, il y a aujourd'hui les blogs, etc. On ne garde pas ces savoirs. On travaille en toute transparence. Et comme ça, tout le monde avance ensemble. Donc, on partage les connaissances. Et qu'il faut dépasser la technique pour produire du sens. Voilà ce que je pense, voilà ce que j'étire, ce que je vous propose de tirer jusqu'à là par rapport à ce qu'on a vu. Bien, 97, Star Wars. J'étais baba quand j'ai vu ce film-là. En 2017, toute la franchise Star Wars avait fait à peu près 40 milliards de dollars, des chiffres d'affaires. 40 milliards. Je ne sais pas combien Renault a pu faire, mais énorme. Et George Lucas, donc, dont la foulée va créer George Lucasfilm, mais il va aussi créer Industrial Light and Magic. Déjà, les titres magnifiques, de la magie industrielle, c'est de la poésie, c'est un oxymoron. Créer l'impossible. Créer et impossible, on en reparle après. Donc, il crée ça, et au sein d'Industrial Light and Magic, qui est aussi une unité pour créer des effets avec des maquettes, comme ça se faisait, il va développer à l'intérieur de ça une division qui va s'appeler la Lucasfilm Computer Division, pour développer donc les capacités de faire des effets spéciaux numériques pour le cinéma. Lucas ne croit pas que ce soit intéressant, que ça serve à quelque chose de faire tout un film au numérique, enfin avec des effets numériques. Mais il s'est dit que pour les effets spéciaux, les sabres, lasers, des choses comme ça, ça tombe bien. Lui, déjà, il ne va pas plus loin que ça. Et donc, il va débaucher notre cher Cadmuel, on le fait s'en venir. Et là, il y a déjà une petite montée quant au challenge au niveau du management qu'il va rencontrer. Mais avant d'avancer, je vous donne un petit trivial fact.
qu'est-ce qui se passe quand George Lucas propose son film au studio Universal? Au Warner. Hein? Il le refuse, Non. Il vient de faire American Graffiti. Ça a été un succès énorme, etc. Et l'habitude, c'est que les gens vont demander plus de sous. Donc voilà, je fais ça, maintenant je vais faire ça, et tu ne me payes pas 1 million, tu me payes 2. Et le mec, clever, vient et dit, ok, vous me payez la même chose, par contre, je veux garder tous les droits des merchandising. Et le studio se fait, ouais, pas grave, hein, ça, on ne va pas vendre beaucoup des merchandising et tout ça. Comme vous le savez, les chiffres des merchandising de Star Wars, c'est je ne sais pas combien, 10, 30, 40 fois plus riches, plus puissants qu'est-ce que les films rapportent. Donc il faut savoir faire tout ça. Alors, là, il va commencer à devoir se poser des questions. Et comment gérer, je disais, mais aussi une autre anecdote intéressante à vous raconter, c'est que quand il va passer son entretien d'embauche, on lui demande, très bien, vous nous paraissez très bien pour le poste, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre au sein de votre division qui pourrait aussi faire ce travail-là? Et le mec dit, ah oui, un tel et un tel. Ok, merci, au revoir. Lucas va raconter qu'après, une des raisons pour laquelle il a été choisi, c'est que lui, il avait donné des autres noms, alors que les autres candidats font parler des personnes. On revient donc à cette question des transparences, d'honnêteté. Donc, tout se passe pour le mieux. Il s'avance, il commence à développer des softwares intéressants. Il y a par exemple un software qui est développé pour l'animation, qui va entre une scène où le bras est là et une autre où le bras est là. Le software va faire la séquence qui va entre pour avoir une fluidité de l'image. Il y a aussi le fait qu'au début, dans les effets spéciaux, il n'y a pas de flou derrière, donc tout était net. Et ça, à l'œil, c'est pas bon. Et donc, on ose bouger, il n'y avait pas de flou. Et donc, pour l'œil, c'est bizarre là. Donc, le public ne trouvait pas ça bien. Et donc, ils vont développer les motion blur, donc le flou de mouvement digital, pour que ça devienne naturel à l'œil. Mais, patatras, Lucas doit divorcer. Ça ne se passe plus très bien avec sa femme, qui l'a beaucoup aidé dans la construction de Star Wars. En parallèle, c'est aussi Bertolt Brecht, qui est le grand dramaturge allemand de moitié des siècles précédents. Sa femme a, dit-on, écrit les plus belles premières pièces de cet homme, et puis après, c'est de Brecht qu'on se souvient, et puis ici de Lucas. Heureusement que ça change aujourd'hui. Donc, Lucas divorce, doit payer ses avocats, doit donner sa part à sa femme. C'est beaucoup d'argent, et donc il commence à vendre les choses qu'il possède. Et donc il va vendre la division, entre autres choses, la division en question, celle où il y a Cadmul. Mais ce n'est pas une division rentable jusqu'à là. Elle coûte plutôt de l'argent. Personne ne veut l'acheter. Et Cadmul et compagnie commencent à voir la truc parce qu'ils se disent on va se retrouver au chômage. Donc ils commencent à chercher des gens, ils sont un peu perdus. Et là, il faut un héros qui vienne sauver la situation. Et la personne qui va le faire, bien sûr, c'est Steve Jobs. Steve Jobs vient un jour en disant « ouais, ça m'intéresse » et puis vous connaissez les mythes, hein, donc il vient, il dit « ouais, ça vous ne le faites pas bien, ça je vais te montrer comment il faut faire pour que ça marche et tout ça ». Il ne se connaît pas en animation, mais c'est Steve Jobs. Cadmul se dit « ce mec il est un peu difficile, non ». Mais il n'y a pas tellement d'options et donc Jobs dit « ok, on va le faire ». Jobs disparaît, plus de nouvelles du mec. En fait, il vient de se faire virer d'Apple. Les temps qu'il retrouve un peu ses esprits et qu'il se met à construire Next, donc la compagnie qu'il fait en parallèle, et chez Cadmul, ils se disent voilà, on est mal quoi. Et il y a une compagnie, c'est General Motors, qui se dit tiens, ça pourrait être intéressant pour nos crash tests et tout ça de le faire sur ordinateur. Donc la technologie pourrait nous servir, ou pour des scans aussi.
Et il y a des approches, mais rien de concluant. Donc, à la fin, presque comme dans un film, il y a Jobs qui réapparaît et qui dit « Ok, c'est bon, on le fait ». Comme je disais, ils n'ont pas le choix. Il n'est pas certain que ça va bien se passer avec Jobs, mais va démarrer une relation de travail qui va durer plus de 20 ans, jusqu'à la mort de Jobs. Ils vont apprendre à se connaître, à travailler ensemble. C'est deux mondes complètement différents. Et c'est un couple un peu, dont je vous propose un parallèle entre Woody et Buzz l'éclair. On ne peut pas identifier l'un à l'autre, mais il y a des moments où Job va se comporter comme un Woody et vice-versa. Donc va naître là cette compagnie qui va s'appeler Pixar. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ça s'appelle Pixar? Je vois quelqu'un sourire dans le public. Eh bien, il y avait un gars dans l'équipe à ce moment-là qui aimait l'espagnol. Et il pensait qu'un bon nom, pixel, en espagnol, ça aurait été de dire pixer, comme un verbe. Il pensait que c'était un verbe. Ça n'existait pas. Hein. Je parle espagnol. Il y avait quelqu'un d'autre qui pensait radar. Et donc, l'addition de ça a donné Pixar. Tout simplement. Ça, c'était donc le premier petit court-métrage qu'il faisait et qui vont évoluer dans ce qui va être après les mock-ups, comme on dit aujourd'hui. Au sein de Pixar, on va les appeler les bébés moches, les ugly babies, donc des prototypes ou des petites choses qui vont permettre de l'expérimentation. Et comme ils disent, il vaut mieux avoir des trains qui se crachent en maquette plutôt que... Mais voilà, à ce moment-là, il y avait juste des ugly babies de cette taille. Ok, Jobs arrive, c'est un type très intelligent, mais c'est une personne pas toujours très commode. C'est une personne qui va beaucoup apporter à Pixar dans la façon de travailler, c'est pour ça que j'en parle. J'aime beaucoup ce personnage, mais j'ai aussi mes distances par rapport à certaines choses comme il a pu penser. Après ce qu'on dit. Ok, donc travailler avec lui, c'était difficile, il était arrogant, il était trop sûr de lui-même, et il était grande gueule. Mais pour être grande gueule à ce niveau-là, il faut assurer derrière, parce que sinon on est mort tout de suite. Hein, Cadmuel disait que discuter avec lui, c'était un peu comme ça. On se prenait la voix de cet homme, ses arguments, sa vitesse de pensée, tout ça, et il fallait s'accrocher. Donc, voilà, à cette époque, Pixar commence dans du software, le software qu'ils avaient développé, et Jobs s'est dit, ça ne va pas suffire. Jobs est en train de développer donc, les ordinateurs Next, qui étaient très, très bons, et ils vont faire un mix-up, et ils vont créer des stations graphiques à vendre. Mais là aussi, c'est un marché de niche. Et Jobs ne connaît pas les marchés spécialisés, il connaît les marchés grand public, Apple, et puis Next, qui s'adresse aussi à un public comme ça. Les marchés des stations graphiques, c'est beaucoup plus restreint. Et donc, il va avoir l'idée de s'étendre sur tous les États-Unis pour pouvoir vendre ces stations graphiques. Mais ça ne marche toujours pas assez bien pour que Pixar devienne rentable. Jobs y croit et il continue à y mettre de son argent perso là-dedans. Et quand il commence donc à ébaucher une stratégie commerciale, quand il y a des rencontres avec les clients, plus d'une fois, Jobs va renvoyer les clients parce qu'il trouve que les clients ne sont pas assez bons pour les produits qu'ils vendent. Qu'est-ce que vous en pensez de quelqu'un qui fait comme ça? C'est un peu suicidaire ou pas? Si? Vous pensez? Ouais.
D'habitude, c'est ce qu'on veut faire. Hein. Mais en fait, il fait quelque chose de très intéressant. On dit qu'il faut choisir ses partenaires. Alors pourquoi pas choisir ses clients moi au début? Parce que si on a des bons clients, là on n'est pas dans le grand public en plus. Hein. Donc ça, là il y a quelque chose aussi à prendre en compte. Mais c'est un peu comme les écoles ou les lycées ou les universités très réputées. On prend que les meilleurs, parce que comme ça, il y a une réputation qui se construit et qui s'entretient et qui se vend. On vend ces réputations-là. Le lycée tel, il coûte hyper cher, mais 99% des étudiants les battent et font des études supérieures, etc. Donc du coup, voilà. Et lui, il a cette approche qui est un peu différente hein, et ça choque un peu. Là, je travaille avec un cabinet de consultants et les propriétaires nous racontent qu'il lui arrive d'aller voir un chef d'entreprise qui fait appel à lui. Et donc, il raconte une anecdote où le chef d'entreprise reçoit sa proposition, il dit « Ok, ça non, ça oui, ok, et je te le signe. » Il est dans. Et puis mon nouveau boss prend le papier, il dit « Le chef, pourquoi tu fais ça ?» Et mon boss lui répond « Parce que t'es con. » Et donc, il m'explique « oui, il ne va pas me donner les moyens de travailler, il ne va pas me laisser faire mon travail. » Donc je m'ai planté. Donc les gens vont dire que moi j'ai fait mal mon travail. Donc non, ça ne m'intéresse pas. C'est risqué. C'est risqué. Il faut croire, il faut parier sur soi, il faut croire dans son produit. Mais si on y croit et que le produit est vraiment bon, on va bingo. Et donc on revient à ce problème des relations et de management que Jobs pouvait poser et puis comment apprendre à travailler avec des personnes comme ça. Cadmull va dire que la première chose qu'il a compris, c'est qu'il fallait, quand ils avaient une discussion, attendre. Le mec, s'il disait il faut que ce soit blanc, Jobs allait lui répondre avec une vitesse de mitraillette, tac, 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 des arguments comme ça. Et lui, il n'avait pas la capacité intellectuelle de répondre à cette vitesse-là. Donc, comme avec l'image de l'enceinte, il se prenait tout ça, mais il ne lâchait pas. Il rentrait chez lui, toute la semaine, il cogitait ses réponses, et il revenait les voir la semaine d'après. Et à la fin, il disait que 30% des fois, c'était Jobs qui avait raison, donc il disait OK. 30% des fois, c'était lui qui avait raison, et donc Jobs disait OK, c'est toi qui as raison. Et les 30% des fois restantes, Jobs disait « Ok, c'est toi qui vois ». Et que ça a pu marcher comme ça. Autre chose qu'il a compris, Jobs, il commence à parler d'un bâtiment et Jobs veut faire des silos. Donc ici, il y aura les informaticiens, ici l'administration, ici, etc. Et Cadmull dit « Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ça communique ». Mais Jobs n'entend pas. Donc un jour, il les prend et ils vont visiter les bâtiments de Kodak, et là, il y a des endroits où les gens se croisent et tout ça. Et Jobs a dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Et à partir de ce jour-là, Cadmull dit, pour travailler avec des gens comme ça, il ne faut pas raconter, il faut montrer. Voilà. Donc, nous étions là, croire dans son produit, choisir ses clients et ses partenaires, c'est commanditaire, hein. Montrer et non pas raconter. Toujours à propos des Jobs, donc, figurez-vous qu'avant iCloud, il y a eu un software qui s'appelait MobileMe. C'est l'ancêtre d'iCloud. Et il était censé faire tout ce qu'iCloud fait, c'est-à-dire la synchronisation des mails, des messages, etc., etc. Mais ça ne marchait pas. Et donc, Jobs réagit comme ça. Ça, c'est son équipe. Il les a réunis dans une salle. Il leur dit, bon, expliquez-moi, MobileMe, c'est censé faire quoi ? Donc, on lui dit, bon, il est censé faire ça, ça, ça. Et alors là, il va dire, mais alors pourquoi, bordel de M, il ne le fait pas ?
Et en live, là, à ce moment-là, il dit à celui qui est responsable, bon, toi, fini, maintenant c'est toi le responsable. Dur, hein? Une autre anecdote sympathique. Jobs va acheter, donc il a décidé d'acheter cette section à Lucasfilm. Donc il va y avoir une discussion, contrat, etc. Et les mecs, l'avocat de Lucasfilm dit à Cadmul, demain à 9h du matin, mais t'inquiète, moi je vais arriver 15-20 minutes en retard, parce que c'est celui qui arrive en retard qui a le pouvoir de faire attendre les autres. Donc, t'inquiète. Tout le monde est là à moins 5, à 9h pile, l'avocat n'est pas là, et Jobs commence, sans lui, alors que ce n'est pas lui, a priori. Quand l'avocat arrive, tout est plié, déjà. Et là, encore une fois, il y a ce côté dangereux, mais en même temps, quand il y a derrière du répondant, puissant, de parier sur soi-même et de prendre le risque d'y aller. J'adore les anecdotes de ce monsieur. Donc, parier sur soi-même, montrer et non pas raconter. J'y allais un peu vite, mais voilà. Pixar est né, Cadmul est PDG, et maintenant il doit s'occuper aussi des profits, de faire du bénéfice. Jusqu'à là, il était porté par un millionnaire, il était dans une division de Lucasfilm, c'était pas lui qui vendait. Maintenant, il faut qu'il vende et qu'il assure que tous les emplois vont pouvoir se tenir. Et donc, pour ça, il faut qu'il sache manager ses équipes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comme tout le monde, il achète des bouquins. Il s'est mis à lire des bouquins. Et au bout des, je ne sais pas combien de bouquins, il va se dire « bullshit ». Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, et toute cette phrase « feel good », dites à votre équipe de me suivre, et des trucs comme ça, il s'est dit « mais ça ne marche pas ». Quoi. Et donc là, c'est un petit commentaire personnel, l'histoire de Business Plan. J'adore ce bouquin, je vous le conseille. C'est un prof de Stanford qui dit, voilà, il faut brûler ces trucs-là parce que ça ne sert à rien. Je pense que ça sert à raconter des bobards aux banquiers, mais à part ça, c'est un outil, mais à condition qu'on n'y croit pas que c'est la vérité. Quoi. Donc il commence en se renseignant, en voyant comment les autres font, en appelant telle société de la Silicon Valley, donc les gens d'Oracle, tous ces anciens amis ou concurrents avec lesquels il partageait avant leur découverte, quand ils étaient en fac, quand il était dans la boîte de millionnaires, comme il partageait toutes ces connaissances-là, il s'est créé un réseau auquel il a pu aller frapper à la porte quand il en avait besoin. Donc il n'a pas fait un calcul en se disant, tiens, je donne aujourd'hui ces connaissances et plus tard je vais pouvoir demander des renvois d'ascenseur. Mais c'est comme ça aussi qu'il a pu s'en sortir à partir du moment où il avait plus de responsabilités. Donc on peut se dire qu'on ne devient pas pianiste en lisant des livres sur le piano, et qu'on n'apprend pas à faire du vélo en voyant des films ou des YouTube sur comment faire du vélo, mais manager c'est pareil. Diriger des équipes c'est pareil. Donc les 6 ça marche, c'est travailler ensemble. Et ça, première chose, et ça devient c'est encore un rémanent de la culture académique, c'est de dire il faut que tout le monde ait la permission de prendre des décisions, de prendre ses responsabilités. C'est énorme. Quand je vais dans des boîtes, je vais être devant des gens qui peuvent dire tiens, ça ne marche pas, mais soit je dis rien, soit j'envoie un mail par exemple. Et entre-temps, les problèmes-là continuent à se dégrader, etc. Parce que ce n'est pas lui d'intervenir. Il ne prend pas ses responsabilités. Donc ça va devenir les mantras là en commençant en disant il faut que j'ai créé une culture où les gens peuvent
Les gens n'auront pas besoin de permission pour prendre les responsabilités. Il n'oublie pas donc son rêve, qui est d'arriver à construire le premier long métrage d'animation digitale. Et à ce moment-là, la technologie est déjà suffisante pour commencer à penser à faire un film. Mais le rendu graphique n'est pas encore assez puissant pour que les humains, les caractères humains, les personnages humains, puissent sembler naturels. Alors dans ces photos-là, si vous voyez la résolution de Woody et celle de l'enfant, on ne voit pas de différence. Et alors là, il y a une contrainte qu'ils vont utiliser intelligemment. Ils vont se dire qu'à cela ne tienne, on va faire un film qui va tourner autour des personnages des jouets. Parce que pour les jouets, ça passe. Si c'est pas intelligent. Ok, le film se passe super bien. C'est les succès qu'on connaît, mondial, extraordinaire, des Oscars, l'histoire magnifique, etc. Dans l'histoire de ces films, il y a quelqu'un dont je ne vais pas parler, à moins que vous me demandiez à la fin, c'est John Lasseter, qui était le metteur en scène de ces films-là. Sauf si vous voulez demander à la fin. Mais donc, les films se passent super bien. Et du coup, ils se disent, OK, on va faire Toy Story 2. On va commencer à travailler sur ça. Et ils vont aller voir les gens qui étaient à la prod. Et ces gens-là disent, ah non, mais nous, on veut plus continuer, on veut plus travailler avec vous. Et là, Cadmull, qui commence à devenir manager, se dit, mais qu'est-ce que j'ai pas vu? Dans tous les discours des arts visuels, etc., la question de voir se pose, pas celle d'entendre, pas celle de sentir, mais celle de voir. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et en fait, ces gens vont leur expliquer qu'ils ont été mal reçus, mal aimés par les artistes, parce qu'ils venaient, eux, avec l'histoire de mettre en place des structures, des prises de décisions. Un management comme ça, un peu rigide, avec des circuits hiérarchiques, pour que les infos et les prises de décision puissent transiter, puissent être gérées et managées. Sauf que les artistes n'aimaient pas ça. Eux, ils étaient dans des dynamiques de créativité, sans sortir, des délais, des coûts plus ou moins clairs dans leur tête, mais il fallait avancer, quoi. Et les autres venaient dire non, avant que tu puisses demander des crayons là, il faut que tu demandes à ton manager pour que lui, il s'assure qu'il y a les stocks, etc. Et l'autre était là, non, mais il me faut, donc pourquoi est-ce que je ne vais pas aller voir directement les mecs qui ont les crayons? Et ça, c'est quelque chose de très particulier. D'habitude, c'est à l'envers. C'est-à-dire que d'habitude, c'est le créatif qui est un peu corseté dans les entreprises par les gens les gens qui gèrent le budget, les administrateurs. Sauf qu'ici, les administrateurs sont arrivés pour administrer dans une compagnie qui était artistique. Et donc, du coup, c'est eux qui ne voulaient pas continuer, c'est eux qui... Voilà. Et là, il va y avoir quelque chose de vraiment, vraiment très, très important qu'il a découvert et qui m'a aidé, moi, déjà, dans mes interventions. C'est l'idée de bien différencier ce qui est les circuits des prises de décision de ce qui est les circuits des circulations de l'information. Ça, c'est un peu le passé des physiciens. Donc, mais l'idée que je voulais donner à voir là, c'est qu'on ne peut pas faire entrer la surface bleue dans la surface orange, parce qu'elles n'ont pas la même forme. Et ben voilà. Avec les entreprises, on va avoir une façon de fonctionner qui veut que, comme je disais tout à l'heure, pour demander des boulons, il faut demander à son manager qui va aller voir dans le magasin s'il y en a et qui va revenir, l'info va lui revenir, etc. Et dans une entreprise où je viens d'intervenir, il y avait des problèmes où les ouvriers, les soudeurs, prenaient conscience qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas.
envoyait l'information à leur N+1, qui lui faisait un mail au bureau d'études, et après quelques jours, la réponse descendait, mais entre-temps, il y avait eu des pièces qui avaient été mal faites, mal construites, donc du gaspillage, de l'argent qui partait à la poubelle, simplement parce qu'on confondait. Parce que le manager ne veut pas être dépossédé de son pouvoir de manager et démontrer qu'il est en contrôle de la situation. Je mets des petites poussières comme ça pour dire, et là on change de sujet où on fait un petit résumé. Parier sur soi-même, montrer, on peut raconter, différencier les circuits, donc le partage de l'information, les prises de décision. Donner la permission pour que chacun prenne ses responsabilités. Oui. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment wow. Les résistances qu'on trouve en entreprise quand on va avec des idées comme ça, c'est ouf. Bon. Donc, Cadbull a un problème. Le premier, c'était voilà, le retour des salariés là. Mais l'autre, c'est, punaise, j'ai fait les films que je voulais. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je ne vais pas me répéter. Je ne vais pas faire la même chose. Qu'est-ce qu'il me reste aujourd'hui à faire? Je sais bien sûr qui je suis et pourquoi je suis là. Tu es un chouette, tu ne peux pas voler. Mais jamais plus je ne volerai. Voilà. Il s'est dit qu'il va construire une entreprise, pas juste une entreprise, mais une entreprise gagnante et avec une culture créative durable. Et qu'il va aider, donc c'est un héros, il va aider ceux qui veulent se battre pour qu'il y ait un équilibre entre art et culture. Et comme Bose le fait là, il dit « Je peux voler », vous il dit « Non, non, non », et il se jette là dans cette séquence, et comme vous voyez, en fait, il croit en lui-même, il parie sur lui-même, il se jette dans le vide, et puis après il se débrouille, quoi, comme il peut. Donc il rebondit, la chance, les hasards, encore une fois, va l'aider. Les hasards est quelque chose de primordial pour réussir. Après, on oublie et on pense qu'on a tout pensé dès le départ. Et dans le storytelling qu'on va faire après, on va dire ouais, non, j'ai maîtrisé, quoi, je savais où j'allais. Et ça, c'est un danger, j'en parle un peu plus tard. Première grande idée, le brain trust. Cette expression-là, la première fois qu'elle est utilisée, elle est utilisée par Roosevelt. C'est sa team qui va l'aider à inventer toutes les mesures économiques que les États-Unis vont mettre en place pour sortir de la grande récession. Ensuite, en France, elle est utilisée avec Pierre Mendès France. Souvenez-vous, une des icônes de la gauche, de la politique avec responsabilité et de la politique noble. Donc voilà, on sait d'où ça vient, disons maintenant. Et chez lui, ça va être un groupe, et ce qui est important là, ce que je voulais vous transmettre comme idée, c'est que c'est une histoire d'architecture sociale, de construire une espèce de maison d'un point de vue social pour que les gens s'y retrouvent et puissent fonctionner bien. Ce sont des gens qui sont des pairs. On ne peut pas demander à des gens qui vont au supermarché de faire un brainstorming sur la supply chain. Ok, ils savent ce qu'ils voudraient acheter, mais ils ne se connaissent pas en supply chain. Donc, on ne peut pas mettre en brainstorming Steve Jobs parce que c'est le propriétaire, le mec n'y connaît rien. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été dit. On lui a dit à Jobs, tu ne viens pas là. Tu ne viens pas, parce qu'en plus tu es le boss, donc les gens vont avoir peur, et puis tu ne connais rien. Et Jobs a dit, ok, vous avez raison. Il faut se sentir plus intelligent en sortant
d'un échange comme ça qu'en rentrant, sinon on a perdu son temps. On va analyser les problèmes, on va imaginer, proposer des solutions, mais on ne va pas les imposer. On pourrait faire comme ça, etc., mais c'est les metteurs en scène, c'est lui qui porte les projets, qui sait le mieux ce qui convient à son projet, ou en tout cas c'est ses responsabilités si ça foire. Et donc les idées doivent être en relation, pas en compétition, pas en concurrence. Il ne faut pas croire que mon idée est la meilleure. C'est une idée parmi les autres qui sont là. Et je suis là pour faire tout ça avec une force, avec un concept extraordinaire qu'il va nommer candeur, de la candeur. Ça, c'est défini selon Internet comme une qualité d'une personne pure, sans défiance. Sans défiance. Ça, c'est important, sans défiance. Synonyme, donc, franchise. Être franc, dire les choses comme elles sont, de manière simple, en étant sincère, ne pas être fourbe, ne pas être faux cul, ne pas être trop malin. D'où ça vient? Des blonds. Ok, cool. Et quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'utilise pas le mot honnêteté. Être honnête, sois honnête. Parce qu'il s'est dit qu'honnêteté, l'honnêteté, il y a un point moral que ces mots colportent, qui peut être bloquant. Et qu'il ne s'agit pas de dire la vérité comme ça, de manière brutale. Tiens, ton film est une merde, par exemple. Je sais pas, ces chocolats, je crois qu'il y a un peu d'alcool. mais de dire de manière vraiment avec un vécu pur, simple, sans agressivité. On peut parler aussi de communication non violente, mais ça c'est une méthode, c'est pas un état d'âme. Donc avec un état d'âme, des candeurs. C'est ce qu'il est en train de se dire pour que cela fonctionne. George Sand disait que et puis Picasso. Quand Picasso disait qu'il avait passé toute sa vie à apprendre à peindre comme un enfant, mais c'est de la pureté, ça, c'est de retrouver de la pureté. Et ça, c'est un boulot de toute une vie. Mettre son ego de côté, pouvoir dire j'aime, j'aime pas, mais parce qu'on le pense, et les dire avec un cœur pur, pas pour se faire valoir, pas pour faire du mal, voilà. C'est de l'architecture sociale que de construire les endroits où ça peut marcher comme ça. Et ils vont nous dire, trompez-vous, mais trompez-vous vite, s'il vous plaît. Parce qu'on va de toute façon se tromper. Et que ne pas vouloir se tromper va juste faire en sorte que le moment où on se trompe va être retardé et qu'on va avoir moins de temps pour redresser les tirs quand il y a une date de sortie. Quand on doit sortir un produit, le nouveau café du Guatemala, le meilleur pays producteur du café du monde. Vous avez peut-être des idées pourquoi je dis ça. Mais oui, quand on essaye d'éviter les erreurs, on ne fait que se mettre en danger parce qu'il va y en avoir des erreurs. Et donc il s'agit de donner à ses collaborateurs, en tant que manager, les outils pour résoudre les problèmes et non pas des manières, des règles, des ordres pour qu'il n'y ait pas de problème. Trop souvent, on va vouloir mettre en place des méthodes, des procédures, des trucs, des artefacts pour que les choses se passent bien. Okay, c'est très bien, mais c'est juste des guides. Quand on devient obsédé par les trucs et on ne sait pas sortir de ça, dans cette entreprise où je viens d'intervenir, un exemple saillant de ne pas avoir les outils, les ouvriers s'étaient bricolés eux-mêmes des espèces de serre-joints, pour pouvoir transporter de la fonte. Ça coûtait que 20 €. Ça coûtait que 20 €. Les temps, la productivité qui se perd, juste pour ne pas donner un ton,
juste parce que le manager doit contrôler, juste parce que ça doit passer par lui. Mais il n'y a pas que des outils physiques, hein. Il y a surtout l'outil, pour moi, celui du langage qui va produire du sens. 2 citations. Donc, mal nommer les choses, hein, c'est ajouter au malheur du monde. C'est un peu pessimiste, mais parce qu'il y a déjà les malheurs. Mais oui, ça va en tout cas produire encore plus de malheurs. Puis Wittgenstein, la limite de ma parole et la limite de ma philosophie. Si c'est pas beau ça. Oui, il dit aussi quelque chose comme quoi son langage, il n'y a pas de pensée. Donc sont les mots pour les dire. Je ne peux pas résoudre les problèmes, je ne peux pas. C'est des outils, les mots. Là, je suis passé en vitesse grand V par rapport aux choses que lui il a trouvées et j'ai fait un peu écho avec mes expériences à moi. Trop planifier va donner envie de coller à cette planification-là. Donc, si on croit trop dans le business plan, on va essayer de se coller à ça. Et même si ça ne marche pas, mais on a dit que ça devait être comme ça, si on ne prend pas la distance, si on ne prend pas la perspective suffisante pour se dire que ce n'est que des guides, que ce n'est que des outils, mais que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de réussir une planification. Pourquoi ça marche pas? Où est le mode d'emploi? Ah, j'ai trouvé. Il y a un petit trou sous le bouton. Un petit trou? Essaye. Pour réinitialiser buzz l'éclair, insérez un trombone. Alex, ton doigt. Ça y est, et ensuite? Voyons voir. Attention, n'enfoncez pas le bouton pendant plus de 5 secondes. C'est pas ma faute, hein. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Qu'est-ce que t'as encore fait? J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Amigos, on est tous amigos. Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial? Va falloir qu'on recommence. Mais comment on va faire? J'en sais rien, le reste est en espagnol. Allez, on n'a pas le temps. Viens, El Bezo. Voilà, si on suit la procédure, on ne va pas trouver la solution. C'est les gens, c'est les hommes, c'est les personnes qui trouvent des solutions. Qu'est-ce qui est plus important? Une bonne idée ou une bonne équipe? Pourquoi? J'aurais tendance à dire une bonne équipe. Plutôt que d'avoir une bonne idée d'un produit, tu préfères avoir une bonne équipe pour eux. D'accord? Quelqu'un d'autre? Les deux. Une bonne équipe sera très certainement à même de sortir d'autres bonnes idées par la suite. Parce que si on a une bonne idée, mais personne pour aller au bout, ça sert à rien. C'est ça. Donc Cadmull dit, donner une excellente idée à une équipe moyenne, ils vont la foirer. Donner une idée médiocre ou voire mauvaise à une excellente équipe, ils vont faire quelque chose de bon, voire de très bon. Donc encore une fois, c'est pas les procédures, c'est pas les business plans, c'est pas les artefacts, c'est les gens. Oui, mais une très bonne idée à une équipe qui se fout sur la gueule, ça marche pas. Non, mais pourquoi tu veux qu'ils se foutent sur la gueule? Parce que c'est pas Ouais. Ah oui. Non, mais c'est tout l'art de la chose, c'est de faire l'architecture, faire l'ingénierie sociale qui permet que ça n'arrive pas. Et c'est ce que lui, il a réussi avec son brain trust chez eux, quoi. Bien sûr, il y a des moments où ça va foirer. Ouais. Il faut aussi accepter que les gens puissent ne pas s'entendre, justement. Dans mon expérience personnelle au théâtre, C'est peut-être pas la part. ouais, dans mon expérience personnelle au théâtre, quand on était en période de création, on avait des engueulades avec les comédiens, avec la scénographie, avec les techniciens lumière, etc. Puis le lendemain, on venait travailler comme si « Salut, ça va? Oui, t'as passé une bonne nuit? Ouais, etc. » Quand je suis passé de l'intermittence du spectacle en tant que salarié d'un lieu, d'un centre culturel que j'ai dirigé,
et que je m'engueulais avec la secrétaire, le lendemain, quand elle revenait, elle l'avait pas oublié. Je trouvais ça bizarre au début, tu sais, je me disais, ben, on s'est engueulé hier, et alors? Ouais, donc j'ai compris qu'il fallait... Et donc, ouais, il y a des cultures, il y a des... etc., etc. Donc les hasards, accepter que les hasards... Je vais mettre un peu la gomme. On a le temps ou il faut que je me dépêche un peu? Non, ok. Donc les hasards, je vais nommer ça les OO à l'américaine effet. L'inattendu, c'est qu'on ne peut pas mettre dans un tableau Excel. Et en fait, c'est ça qui va provoquer la créativité. Arrêtez de croire que l'on sait et que l'on peut prédire. C'est pas parce que j'ai réussi un film ou un spectacle que je vais réussir le deuxième. C'est pas parce qu'ici je fais comme ça avec le comédien que là ça va marcher avec cette autre équipe de comédiens, etc. Les hasards, on se dit, oh oui, mais je sais comment faire, j'ai bien mis en scène mon film, j'ai bien écrit ma pièce et tout ça. Mais en fait, non, parce que les hasards, a posteriori, disparaissent. Et c'est toujours la question de points aveugles. Les hasards, c'est les points aveugles du projet. Et si on n'a pas l'humilité de les prendre en compte, et en fin de compte, c'est pas l'excellence opérationnelle, c'est pas réduire les coûts, c'est pas les 5 S, rien de tout ça l'objectif. L'objectif est la qualité. Si le café n'est pas bon, c'est bon pas. Donc, ok, on a réduit les coûts, génial, on a fait un plan de licenciement, je sais pas quoi, génial. Donc mais si le café n'est pas bon, ça sert à rien. Grosse question. Alors, c'est quoi être créatif? Je vais vite. Pour moi, j'appelle ça mobilis in mobile. C'est la devise du capitaine Nemo, pas les poissons. Et ça, on peut le traduire pour quelque chose comme évoluer dans un environnement en mutation. Quelque chose de plus simple, c'est bouger dans un environnement qui bouge. Voilà, on mène un projet, on se dit ça va être comme ça, et puis on arrive, et si on reste collé aux procédures, etc., c'est la mort. C'est quoi être une personne créative? Eh bien, on dit qu'une personne intelligente, c'est celle qui fait ce qu'il faut dans le cadre quand il faut, alors qu'une personne créative fait ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est-à-dire elle sort du cadre, elle peut même changer les paradigmes de la question. On lui pose la question « Comment tu t'appelles ?» Il va raconter peut-être la vie de sa mère ou du pays. Donc, il a changé, mais tout en apportant quelque chose de plus, il va donner aussi une réponse plus riche. Et donc, fin de section, et donc on peut dire qu'on a vu ça, parier sur soi-même, montrer et non pas raconter, prendre des responsabilités, ne pas confondre les circuits, construire une entreprise gagnante avec culture créative durable. Dans les durables, il y a la question de la solidité de cette maison sociale, l'architecture donc. La candeur, c'est tromper le plus vite possible, se souvenir que la planification, tout ça, c'est que des outils, parce que l'objectif, c'est la qualité, et tremble devant l'inconnu, les hasards. Pas de créativité sans impossible, donc si les choses sont possibles, on les fait, quoi. Mais ce n'est que quand c'est impossible, l'iPhone était impossible, Toy Story était impossible. Et c'est pour ça que Toy Story 2 ne l'intéressait pas en soi, parce que c'était déjà possible. Et donc, sortir et revenir du cadre. Puis, pour finir, un petit hommage, Cadmull disait que Jobs, après s'être fait virer de chez Apple, avait commencé à devenir plus humain. L'échec rend humain. Ça casse, mais si on a suffisamment des ressources psychologiques, ça va aussi aider à remettre les choses en perspective. Et donc, petit à petit, il va devenir un meilleur manager qu'à ses débuts. Et dans les films et dans la mythologie, on ne retient que les côtés durs de ses débuts. À la fin de sa vie, Jobs a dit à Cadmull que les produits d'Apple, même s'ils étaient techniquement et esthétiquement merveilleux, brillants,
et bien qu'à terme, tous ces iPhones, tous ces iPods, etc., allaient finir dans des décharges. Alors, par exemple, l'iPod, je ne sais pas si vous avez connu l'iPod, mais où sont-ils les iPods aujourd'hui? Et ils pensaient alors que les films de Pixar, eux, par contre, allaient continuer à être vus. Alors, je me disais, ma fille de 9 ans ne sait pas ce que c'est qu'un iPod, n'a jamais vu, mais elle adore les films de Pixar. Et donc, il disait, Steve Jobs, sachant qu'il n'avait pas de compétences artistiques, il se disait qu'il était très fier et très chanceux d'avoir pu vivre l'aventure Pixar, d'avoir pu se nourrir aussi spirituellement, intellectuellement, de tout ce qui est artistique. Et donc ça, c'est peut-être aussi un autre thème des discussions un jour, les allers-retours entre Apple et Pixar qui ont eu lieu à ça. Et voilà, comme tout a une fin, cette petite note, c'est fini ici. En attendant le prochain épisode. Merci beaucoup.